Merci, Monsieur le Président. Donc, pour les questions sur les allègements généraux posés par Madame Rist, Madame Abdam, Monsieur Guedj, Monsieur Vigier, Monsieur Panifous, Monsieur Fessa, il y avait un débat sur l'impact de la baisse du coût du travail peu qualifié lié à ces exonérations. Je pense que les études effectivement ont montré qu'en période de chômage de masse, quand ces mesures ont été initiées, eh bien, la baisse du coût du travail sur le travail peu qualifié a eu un impact et a eu une création d'emplois. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, sur la fourchette 1 à 1,2 SMIC, il y a 40 points d'exonération. Et ce qu'on décide de faire, et je serai très vigilante sur l'impact sur l'emploi, c'est de faire cette baisse des exonérations de manière très progressive, 2 points cette année, 2 points l'année prochaine. Et en revanche, ça c'est aussi un point dont il faut quand même se rendre compte, c'est que les exonérations de cotisation, elles vont augmenter pour les salaires compris entre 1,3 et 1,9 SMIC. Et elles seront maximum au niveau du salaire médian en France, qui est de 1,6 SMIC. Et on voit bien cette constitution progressive des trappes à pauvreté, parce que le salaire médian, il est vraiment en plein dans la fourchette. Et pour vous donner simplement un exemple, au niveau du salaire médian français, au niveau de 1,6 SMIC, le niveau des allègements est actuellement de 2 650 €. Il sera de 3 900 € après la réforme en 2026, soit une diminution du coût du travail. Donc, il faut faire très attention effectivement sur les 1,2 SMIC, et c'est pour ça qu'on le fait en 2 ans. Mais il y aura vraiment, l'idée c'est d'aller vers une incitation à pouvoir augmenter, parce que sinon, et je partageais cette anecdote avec mon collègue Laurent Saint-Martin, je pense que c'est précisément parce que les gens étaient scotchés à des très bas salaires qu'on a imaginé la prime d'activité. Et donc vous voyez ensuite comment l'empilage d'exonération et ensuite de compléments pour aider les petits salaires pose un problème à la fois budgétaire et crée de facto ces trappes à pauvreté. Et ensuite, il a été posé plusieurs fois ces questions, et je reviendrai ensuite sur le sujet des minima sociaux. Je reviendrai là-dessus parce que... Et ensuite, la question des 2,5... pas de procès d'intention ici, s'il vous plaît. Allez, la question de la fourchette... L'ordonnancement des débats, s'il vous plaît. On a prolongé effectivement ces exonérations jusqu'à 3 SMIC, contrairement au rapport Bozio-Vasmer, qui recommandait 2,45, parce qu'on est soucieux aussi, c'est des messages qui nous ont été envoyés, de la compétitivité de certains emplois, notamment des emplois industriels en comparaison avec l'Allemagne et les Pays-Bas et l'Angleterre. Mais pourquoi pas avoir ce débat, mais en tout cas, on a été soucieux. J'en profite pour répondre à la question de Jérôme Guedj, qui est une question importante sur l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales pour les apprentis et l'assujettissement à la CSG-CRDS. Merci de poser cette question pour éclairer le débat. Effectivement, il a été arbitré au printemps dernier l'abaissement du seuil de salaire exonéré au titre de l'exonération de cotisations salariales, de cotisations sociales, qui passait de 79% à 50% du SMIC, ainsi qu'un assujettissement à la CSG-CRDS de la part du salaire supérieur à 50% du SMIC, donc pour les apprentis. Et donc, à niveau de rémunération brute inchangée, ces 2 mesures auraient pour effet une diminution du salaire net des apprentis. Afin d'atténuer la baisse du pouvoir d'achat qui en résulterait pour les apprentis, il a été envisagé une hausse en parallèle de la grille de rémunération minimale que les employeurs payent aux apprentis. Le ministère du Travail et de l'Emploi travaille en ce moment à des mesures alternatives, car ce qui a été envisagé au printemps aurait des conséquences tant sur le pouvoir d'achat des apprentis que sur le coût du travail de leur employeur. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de regarder ensemble, et on pourra, lors des débats parlementaires, je l'espère à neutralité budgétaire, en discuter et avancer, parce que on pourra avancer sur cette question importante. Ensuite, je continue, mais merci à Jérôme Guedj de m'avoir posé cette question, parce que ça me permettait d'éclaircir ce point devant vous.
Jérôme Guedj me posait également une question sur l'assurance chômage, qui ne fait pas partie de... Mais merci aussi. Donc, on a proposé aux partenaires sociaux de revenir sur l'accord de novembre 2023, qui avait été signé quand même par 3 organisations syndicales et l'ensemble des organisations patronales, avec un effort supplémentaire effectivement fait de 400 millions d'euros. Et lié à un plan senior que nous souhaitons ambitieux et la possibilité d'une ouverture sur les retraites progressives, qui était un sujet amplement utilisé dans les pays d'Europe du Nord qui ont des taux d'activité senior beaucoup plus importants que les nôtres. Et alors, il y a aussi, merci Jérôme Guedj, il y a le sujet des transfrontaliers, puisque nous sommes à un déficit de 800 millions d'euros, merci de vous être rapprochés, 800 millions d'euros par an de déficit sur les transfrontaliers qui concernent 77 000 personnes. Donc là, il y a 3 niveaux d'action. L'une, c'est d'abord, et c'est ce qu'a commencé France Travail à travers ces 19 agences placées le long de 3 grandes régions et qui s'occupent de l'essentiel des transfrontaliers en France, d'un meilleur accompagnement. La deuxième chose, c'est de faire évoluer l'offre raisonnable d'emploi qui permet aujourd'hui à un transfrontalier de pouvoir refuser des offres d'emploi au motif que les rémunérations dans des pays tels que le Luxembourg ou la Suisse sont supérieures à ce qu'il pourrait espérer en France. Et enfin, troisièmement, il y a la révision du règlement européen, donc qui demande plus de temps parce qu'il y a une concertation avec les partenaires européens. Mais il y a d'ores et déjà des choses qu'on peut faire ici et maintenant, à la fois France Travail et les 19 agences transfrontalières, et c'est quelque chose qui a déjà été commencé, et l'évolution raisonnable d'emploi qui nécessite une évolution réglementaire. Il m'a été posé la question par Monsieur Bazin sur les indemnités journalières et le jour de carence. Je pense qu'il ne faut rien exclure à ce stade. Mais voir la question, tout mettre sur la table, comme je l'ai dit, que ce soit la question de la santé, de l'organisation du travail ou des conditions de travail. La lutte contre la fraude, on souhaite effectivement avancer sur le sujet. Dominique Libaud a établi un rapport sur les sites qui produisent aujourd'hui des arrêts maladie frauduleux. Nos services du ministère du Travail font déjà des articles 40 pour les faire fermer. Il a également été posé une question sur les mécanismes aujourd'hui à la faveur à la fois des trappes à bas salaire, mais aussi de la prime d'activité et des situations familiales, des aides au logement, de possibles désincitations du travail. Je vous signale une étude qui va paraître demain de l'adresse et qui fait le lien entre le coût pour l'employeur et le revenu disponible pour les salariés, en fonction effectivement de la prime d'activité, de la situation familiale et du logement. Les chiffres qui avaient été évoqués lors de la conférence des bas salaires il y a un an, qui montraient que pour augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça coûtait 480 € effectivement pour un employeur. Ça ne prenait en compte que la prime d'activité, et il semble que cette distorsion soit encore plus grande quand on prend d'autres effets. Donc, je pense qu'on aura à cœur de regarder cette étude qui sera publiée demain. Monsieur Vigier, vous m'interpellez sur le budget de France Travail, le budget du ministère de l'Emploi, et je vous suis complètement sur le fait que ce n'est pas parce que le chômage baisse qu'il faut baisser la garde sur les crédits accordés à l'emploi et au travail. Simplement mettre les choses en perspective, et je pense que dans les débats budgétaires que nous allons avoir, c'est extrêmement important de mettre les choses en perspective, à la fois sur une période historique et puis également de comparaison avec des pays qui, sur le front de l'emploi ou sur d'autres sujets, ont de très bons résultats. Le budget du ministère du Travail et de l'Emploi, il était de 12 milliards en 2017. Il est aujourd'hui, il sera en 2025 à 20, mais si vous le votez, à 20 milliards. Ça, donc, on est malgré la baisse de 2,6 milliards présente dans le PLF. Et en ce qui concerne France Travail, je sais que vous aviez des inquiétudes là-dessus. On pérennise aujourd'hui la subvention de l'État à France Travail, conformément aux engagements que nous avons faits avec l'UNEDIC. La seule chose que nous faisons, c'est une réduction de 1% des ETP que nous demandons à France Travail de pouvoir absorber. Et sinon, je rassure tout le monde ici, mais peut-être qu'il y aura une discussion sur les sujets de politique d'emploi. On maintient
les contrats emploi jeunes, tous les dispositifs d'insertion d'aide d'activité économique comme tels que les écoles de la production, les EPID, les écoles de la deuxième chance. On sera très vigilant là-dessus. Une question enfin posée par, j'allais dire le député Yannick Monnier, mais également d'autres, M. Pétavy, M. Vigier, sur les retraites. Comme je vous l'ai dit, alors, dans ce que vous dites quand même, on oublie, et je pense que c'est peut-être un oubli un peu volontaire, que la réforme tant décriée de 2023 comprenait quand même des revalorisations des petites retraites, et qu'on a 1,4 million de nos concitoyens qui, depuis un an, voient leur petite retraite augmenter en moyenne de 52 € bruts par mois, avec donc des variations très forte selon les situations, mais c'est une moyenne. Mais j'entends effectivement la préoccupation, et nous sommes en train de regarder ce sujet, et nous verrons à la faveur du débat parlementaire s'il est possible, mais également sur le plan opérationnel, de pouvoir procéder à des modulations. Voilà pour cette première réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame.